Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les langages rationnels, si un langage est rationnel, il est reconnaissable par un automate et vice-versa. C'est-à-dire que dire qu'un langage est rationnel ou dire qu'un langage est reconnaissable, en fait, c'est la même notion. Alors, dans un automate, ce qui est fini, les automates sont finis, c'est le nombre d'états. Ça, c'est très important aussi, de dire que si l'automate il est infini, ça existe aussi, mais là, c'est pas ce qu'on regarde. Ça change tout, et donc ici, l'automate est fini. Et donc, on a vu aussi, j'avais une question pour les évaluations, lorsqu'on sépare nos états pour minimiser un automate, on doit à chaque fois indiquer les critères de séparabilité. Le critère, c'est toujours le même. La séparabilité, c'est est-ce que deux états qui ne sont pas séparés par une transition vont dans deux états différents qui, eux, sont déjà séparés. C'est toujours ça le critère. Non, on reviendra là-dessus sur la minimisation. On va faire des exercices en TD. Vous avez ceux qui sont du groupe 3 et 4, vous avez dû en faire hier. Ceux du groupe 1, 2 et les doubles licences, on fera demain. Et donc, on a vu aussi les expressions régulières. Donc, ça, c'est une autre manière d'exprimer un langage, donc un ensemble de mots. Et donc, on a vu les langages reconnaissables par une expression régulière. Le mot reconnaissable ici est peut-être un petit peu ambigu, mais c'est pour dire qu'ici, un langage, il peut être soit décrit par un automate fini, soit décrit par une expression régulière, soit il peut être aussi décrit par une succession des opérations ensemblistes, des opérations rationnelles. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout ça, ça définit finalement la même famille de langages. C'est-à-dire qu'un langage, s'il est rationnel, il est aussi reconnaissable et il est par un automate et on peut aussi l'exprimer par une expression régulière et tout ça, c'est équivalent. Donc après, maintenant qu'on dise qu'un langage est rationnel, qu'il est reconnaissable ou qu'il est régulier, on dit la même chose, puisque dans tous les cas, on ne parle pas du même modèle théorique, mais dans tous les cas, comme il y a équivalence, eh bien, ça revient au même. Et donc là, on va voir qu'il y a des langages qui ne sont pas, alors je vais peut-être dire réguliers ou reconnaissables, peu importe, c'est la même chose, qui ne sont pas réguliers. Donc on va regarder ce langage-là. D'abord, alors celui-là, il est reconnaissable, mais c'est juste pour vous introduire bien correctement le langage qui ne va pas être reconnaissable. Donc on prend tous les mots de la forme ANBN pour N allant de 0 à K. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de A suivi du même nombre de B. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on a dans ce langage-là? On a évidemment... alors attendez, bougez pas, j'essaie de faire un truc. Là. Voilà. Donc on a par exemple A, B, fait partie du langage. Si on suppose par exemple que K vaut 100, vous voyez, j'ai 3A suivi de 3B. Ça, c'est pareil que dire A3, B3. OK. Donc, ce mot-là, il appartient au langage. OK. Vous comprenez ce que c'est. Donc, ça commence à N égale 1. Donc, pour N égale 1, ça fait AB. J'ai un seul A et un seul B. D'accord. Et pour N égale 0, j'ai aucun A et aucun B, c'est-à-dire j'ai le mot epsilon. D'accord. Donc, tout ça... Ça appartient à L, ça appartient à L, ça appartient à L. Voilà, donc c'est AN, BN, donc c'est un certain nombre de A, NA, suivi du exactement le même nombre de B. C'est ça qui est important. Alors, ce langage, il est fini. Pourquoi il est fini? Parce qu'on a fixé une limite à grand K ici. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'on va dire que on ne va plus fixer de limite à grand K. Donc, ce langage est fini. Il contient K plus un mot, oui, parce qu'il contient A0, B0, ça c'est epsilon, il contient A1, B1, A2, B2, et jusqu'à AK, BK, et donc vous avez ici K plus un mot. Bon. Au passage, si on veut reconnaître ça, vous voyez, ici, on peut faire ça. C'est pas très compliqué. Pour faire l'automate,
vous faites une branche par mot. Donc ici, Q0 est un état final pour le mot epsilon. Puis après, vous avez AB, la branche AB ici, hein, qui permet de reconnaître le mot AB. Ici, vous avez la branche AABB qui permet de reconnaître AABB. Et puis ici, bah, vous faites toutes les branches, comme ça, une branche par mot. Hein. Donc ici, on pourrait imaginer que ça ferait AK suivi ici de BK. Évidemment, cet automate-là, il n'est pas déterministe. Ici, là, il y a plusieurs A qui partent. Et on pourrait effectivement le déterminiser. Ceci dit, si on le déterminisait, ça ferait quoi ici, hein? Ça ferait ici un Q0. OK. Ici, on pourrait aller avec A. Et on pourrait aller ici avec un B vers un état qui serait final. Puis ici, A. Et puis ici, je pourrais faire B et re-B ici. Excusez-moi, ça s'écrit un peu sur le truc. Et puis ici, 3A. Et puis ici, 1, 2, 3B. Ok, vous voyez l'idée, hein? Alors, on pourrait en fait minimiser cet automate aussi. Hein, c'est l'occasion de voir ça ici. Là, ici, si on voulait diminuer la taille de l'automate, c'est ce que ferait la minimisation, en fait. Hein. Ce que ferait la minimisation, elle nous ferait... Hop. Elle nous ferait ça, c'est-à-dire que lui, il irait là avec un B, et lui, il irait là avec un B. Vous voyez, on avance de A ici, et puis après, hop, on fait ça, et derrière, on fait les B. Et ainsi de suite. OK. Puis ça continuerait comme ça jusqu'à K. Alors, vous voyez que ici, néanmoins, chaque mot va se retrouver avec son chemin. Donc, c'est un peu pareil qu'ici, finalement, en bas. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on a le mot vide, on a AB, AABB, AAA, BBB, et ainsi de suite. Et vous voyez que finalement, quand je passe dans cet état-là, ça veut dire quoi, hein? Que du coup, j'arrive là. Hein. Donc, si je prends cet arc-là, cette transition-là, ça veut dire que ici, j'ai fait 3A et 3B. Donc, quand j'en suis là, finalement, cet état, ici, il stocke comme information le fait que j'ai fait 3A. Cet état-là, il stocke comme information le fait que j'ai fait 4A. Et ainsi de suite. Si ça continuait ici, cet état-là stockerait comme information le fait que j'ai fait 5A. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que pour stocker l'information de combien de A j'ai fait, la seule manière que j'ai, c'est de faire des états différents. Donc l'état Q0, c'est j'ai fait aucun A, cet état-là, c'est j'ai fait un A, celui-là j'en ai fait 2, celui-là j'en ai fait 3, celui-là j'en ai fait 4, celui-là j'en ai fait 5. J'ai pas de compteur, hein, je pourrais, et on verra par la suite qu'on va introduire la notion de compteur, ce sera une pile, mais c'est un peu différent d'un compteur, mais ça fera aussi office de compteur. Mais ici, la seule manière que j'ai de stocker l'information de combien de A j'ai fait, c'est de rajouter ici des états. Alors ici, voilà. Donc, ici, on va montrer que le langage ANBN, alors c'est presque comme tout à l'heure, hein, sauf qu'ici, vous voyez, c'est n supérieur ou égal à 0. Là, tout à l'heure, juste avant, je remonte ici, hein, c'était pareil, mais sauf qu'on avait n était toujours positif, bien sûr, n1 supérieur ou égal à 0, mais il était inférieur ou égal à k, donc c'était limité, hein, c'était un langage fini. Et donc là, on construit le langage infini à NBN. Et donc, on va montrer qu'il n'existe pas d'automate fini pour reconnaître ce langage-là. Alors, vous voyez, ça peut paraître un petit peu compliqué dans l'idée de dire comment je peux prouver qu'il n'existe pas d'automate. Hein. Pour prouver qu'il existe un automate, ben, qu'est-ce que je fais? J'en donne un et puis j'essaye par divers arguments de montrer que cet automate-là, il est pertinent, hein, qu'il reconnaît bien le langage. Okay, c'est pas toujours évident à faire, mais on voit un peu l'idée, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée de l'automate et puis après, on
on explique en quoi cet automate-là reconnaît bien le langage. Hein, c'est ce que j'ai fait juste avant avec mon automate, hein, finalement. Et ici, il faut prouver qu'il n'existe pas d'automate. OK. Alors, attendez, je vais faire un truc parce qu'il faut que je dessine à côté. Donc, je vais mettre ça là. Et je vais vous partager différemment. OK. Donc, alors l'idée c'est quoi? Donc écoutez bien cette preuve parce que c'est une preuve qui va nous resservir plusieurs fois, qui est finalement pas si compliquée si on s'y prend bien. Hein. Donc l'idée c'est la chose suivante. Pour montrer qu'il n'existe pas d'automate, on va supposer, hein, c'est ici le supposons qu'un automate existe. Et puis on va montrer qu'on arrive à l'absurdité, c'est-à-dire que on va montrer que quel que soit l'automate que je construis, eh bien ça ne va pas parce que, ok, peut-être il reconnaîtra ces mots-là, mais il en reconnaîtra d'autres. Et donc, ça prouvera bien que dès que je suppose l'existence d'un automate qui reconnaît un mot ici, eh bien cet automate en reconnaît nécessairement un autre. Alors ici, donc là, on va jouer justement sur le fait que l'automate il soit fini. Donc on dit que on appelle grand N, hein, c'est le nombre d'états de l'automate grand A. Donc je suppose qu'il existe un automate grand A qui reconnaît mon langage ANBN. Hein. Okay, je fais cette hypothèse. Et je vais prendre un mot. Alors ici, je prends A grand N, B grand N. Alors là, ce qui est important, ce n'est pas tellement que ce soit le même grand N que là, mais l'important, ce qui est important ici, hein, je vais le noter comme ça, c'est que la taille de W, ici, doit être plus grande que N. Enfin, supérieur ou égal, ça suffit, mais... Okay. C'est-à-dire que le mot est plus grand que le nombre d'états de l'automate. C'est ça qui est important et qui fait que on montre que ça reconnaît des mots en plus. Okay. Donc ici, j'ai mis A grand N, B grand N, parce que ici, bah, du coup, forcément, la taille de W, bah, c'est 2N. Hein. Okay, la taille, hein, c'est le nombre de lettres, donc 2N, c'est bien supérieur à grand N. D'accord. Donc c'est histoire de prendre un truc simple, hein, mais j'aurais pu prendre A n sur 2 plus 1, B n sur 2 plus 1, ou je ne sais quoi. Hein, d'accord. C'est ça, c'est ce qui est important, c'est ça. Hein, c'est que ici, le mot que je considère est plus grand que N. Donc imaginez maintenant que j'ai un automate donc, qui reconnaît le langage ANBN, hein, A petit n, B petit n. Donc forcément, il reconnaît W. Donc A reconnaît W. Hein, par hypothèse, je suppose qu'il existe grand A. Donc si A reconnaît W, eh bien, alors, imaginons que A, je l'ai déterminisé, hein, je l'ai mis qui va bien et tout ça, d'accord, donc je n'ai pas d'epsilon de transition, je le rends déterministe, très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je veux reconnaître W? Ben, je vais commencer par l'état Q0, et puis je vais passer d'état en état, et au bout d'un moment, je vais arriver dans un état final, puisque le mot est reconnu. D'accord? Donc, je peux regarder donc, la suite des états parcourus lors de la reconnaissance de W. Donc les états, hein, je vais commencer par Q0, puis après je vais faire un autre état et ainsi de suite. D'accord ? Et donc ces états, je vais les noter, je les note comme ça, Q0 avec un W en haut, hein, Q1 W, etc. Et puis le dernier état, ce sera QW indice 2N. OK ? Donc là, bah, je vais, pour passer de là à là, je vais reconnaître un A, puis après encore un A, et puis sur la fin, ici, je reconnaîtrai des B, et ainsi de suite. D'accord?
Alors, je les note comme ça, mais ils ne sont pas tous différents, forcément, puisque je passe plusieurs fois, nécessairement, par le même état. Pourquoi ça? Parce que vous voyez que ma suite d'états par lequel je passe, ici, j'en ai Q indice 2n. Et des états, j'en ai grand N. Donc, forcément, quand je les numérote, quand je passe sur les états, il y a forcément 2 états qui sont les mêmes. Au moins. Donc, ça veut dire que finalement, si je regarde si je redessinais mon automate ici, je commencerai par l'état Q0W. Alors l'état Q0W, c'est l'état Q0, c'est l'état initial, évidemment. C'est juste, je les note, je dis c'est celui-là le premier état que je rencontre, le deuxième, etc. Je vais passer par un certain nombre d'états, c'est ce que veut dire ma flèche avec un zigouigou ici. Là, je vais arriver dans un état que j'appelle Q, ici. Et puis, il va se passer un moment où je vais aussi faire un chemin ici, et je vais revenir forcément ici dans le Q. Et puis après, ici, tac, je continuerai et j'irai dans l'état final. Donc le truc qui est très important à comprendre ici, parce que c'est ça qui fait le truc de la preuve, c'est que ici, là, je vais l'écrire là, comme W est plus grand que N, lors de la reconnaissance de W, on passe forcément je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais dire, il existe obligatoirement un état je peux rajouter au moins un état par lequel on passe au moins deux fois. OK? Donc ça c'est le truc classique de ce qu'on appelle le principe des tiroirs, les pigeons holes, les trous de pigeons en anglais. Donc ce principe-là, il dit quoi? Il dit que, imaginez que vous soyez un groupe de TD un groupe de 10 étudiants et qu'il y ait 12 séances de TD et que le prof dit à chaque séance, je vais faire passer au tableau un étudiant. Et comme il y a 10 étudiants et qu'il y a 12 séances, eh bien ça veut dire qu'il y a forcément un étudiant qui va passer au moins 2 fois. Alors si ça se trouve, peut-être que le prof il va appeler le même étudiant à chaque séance et qu'il y aura un étudiant, le pauvre, mais qui va passer les 12 fois. Mais ça veut bien dire que cet étudiant-là, il sera passé au moins 2 fois. Mais même si les étudiants, le prof essaye de les appeler, de les faire passer au tableau en essayant de ne pas faire passer tout le temps les mêmes, qu'est-ce qui va se passer? À la première séance, il va en faire passer un. À la deuxième séance, on va en faire passer un deuxième qui, imaginons-le, est différent de celui qui est passé à la première séance. Pareil à la troisième, en prenant un étudiant qui est différent des deux premiers. Et il fait comme ça à chaque fois en prenant un étudiant qui n'est pas passé au tableau. À la 10e séance, il va rester qu'un seul étudiant qui n'est pas passé au tableau. Et puis à la 11e séance, nécessairement, tout le monde étant passé au tableau, il est obligé de renvoyer au tableau quelqu'un qui est déjà passé. D'accord? Donc vous voyez, parce que le nombre de séances est plus grand que le nombre d'étudiants, forcément, il y a un étudiant qui va passer 2 fois au tableau. Pourquoi ça s'appelle le principe des tiroirs? C'est les tiroirs et les chaussettes. C'est de dire que si vous avez 100 chaussettes à ranger dans
99 tiroirs, eh bien, il y a forcément un tiroir qui a 2 chaussettes. Hein, c'est le même principe. Hein. Vous mettez une chaussette dans des tiroirs, une seule chaussette, au début, tous les tiroirs sont vides. Vous mettez une chaussette dans un tiroir, puis une chaussette dans un deuxième tiroir, et ainsi de suite. Et au bout de 99 chaussettes, vous avez mis une chaussette dans 99 tiroirs, et au moment de mettre la centième, bah forcément, vous êtes obligé d'en mettre une deuxième. Alors ça, une deuxième dans un tiroir qui en contient déjà une. Hein. Donc, en anglais, c'est pigeon's holes, c'est-à-dire les trous de pigeons. C'est le même principe. On met des pigeons dans des trous parce que les pigeons, ils ont parfois des niches, parfois dans des trous. Avec ça, on montre des trucs rigolos. Par exemple, on montre que dans la ville de Paris, il y a forcément 2 personnes qui ont le même nombre de cheveux. Alors on ne va pas compter les chauves, peu importe, mais disons, hormis ça, on sait qu'un être humain, il a, je crois, entre 200 000 et 300 000 cheveux sur la tête. Et à Paris, il y a plus de 2 millions d'habitants. Donc imaginez que vous faites des tiroirs et que sur les tiroirs, il y a écrit le nombre de cheveux qu'ont les personnes. Okay, un nombre de cheveux. Donc, vous prenez une première personne, vous comptez son nombre de cheveux, puis vous la mettez dans un tiroir. Okay. Donc au début, tous les tiroirs sont vides. Okay. Et puis, vous prenez une deuxième personne, vous allez compter son nombre de cheveux et mettre dans les tiroirs. Alors, on ne sait pas combien il y a de tiroirs, mais on sait que le nombre de cheveux des gens, c'est entre 200 et 300 000. Donc, mettons par exemple 500 000 tiroirs. On est sûr que comme ça, pour toute personne, elle ira forcément dans un des tiroirs. Et si vous avez 500 000 tiroirs et qu'il y a 2,5 millions d'habitants dans Paris, bah forcément, en mettant une personne dans chacun des tiroirs, au bout d'un moment, nécessairement, il y aura bien un tiroir qui contiendra 2 personnes. Et donc, ça veut dire que ces 2 personnes-là auront le même nombre de cheveux. D'accord ? Donc, voilà. Oui, c'est trop facile, c'est pour ça que je ne compte pas les choses. D'accord ? Effectivement, c'est toujours pareil. Quand on prend un exemple pratique, il y a toujours des aberrations. Hein, mais voilà, ça va, cette idée-là, hein, l'idée des... Vous voyez que sur le fait qu'il y ait 2 personnes qui aient le même nombre de cheveux, ça paraît pas très évident, en fait, ici, au départ. D'accord ? Ok, donc là, c'est ce qu'on utilise. Hein. On utilise le fait de dire que lors de la reconnaissance du mot W, on est obligé de toute façon, comme le mot W, il a 2 N lettres, eh bien, on va parcourir... Alors, 2N plus 1 état, parce que quand si vous avez un mot de une lettre, vous parcourez au moins 2 états, hein, l'état de départ et l'état d'arrivée. Okay. Et donc, ça veut dire que comme il n'y a que grand N états, il y a forcément un état par lequel on passe 2 fois. Okay, donc, il faut que ça se soit bien clair. Okay. Alors, évidemment, hein, des états par lesquels on passe plusieurs fois, il y en a plusieurs potentiellement, et puis, même l'état Q, ici, on peut y passer... non pas 2 fois, mais plein de fois. Si je reprends l'exemple du nombre de cheveux, à la fin, j'aurai quoi ? J'aurai peut-être des tiroirs dans lesquels il n'y a pas seulement 2 personnes, mais il y a 10, 20, 100 personnes, hein, c'est-à-dire ces 100 personnes-là ont toutes exactement le même nombre de cheveux. D'accord ? Et puis, il peut y avoir plusieurs tiroirs dans lesquels il y a plusieurs personnes, hein, d'accord ? Ça, c'est pas du tout... ok. Donc, c'est pour ça que dans mon écriture ici, hein, j'ai pris la peine de dire... il existe obligatoirement au moins un état, okay, par lequel on passe au moins 2 fois. Alors, notre cas à nous, c'est quoi ? C'est ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que ici, comme on passe en tout par 2 N états, okay, la suite des états parcourus lors de la reconnaissance de W, parcours, alors il y a 2 fois parcouru, mais parcours, ou plutôt on ne va pas mettre parcours, on va mettre contient, ça sera plus élégant. Contient, donc cette suite, la suite ici, contient 2N plus 1 état. Et donc ici, ce que j'ai dit, c'est que voilà, je regarde la suite des états. Ce que j'ai dit, c'est que je pars de Q0 et puis je vais arriver ici à Q2N, ici W, le dernier état pour reconnaître mon mot. Là, je vais faire une suite d'états. Donc là, j'ai imaginé que j'ai plein d'états ici. Hein. Là aussi, j'ai plein d'états ici. Voilà. Là aussi, j'ai plein d'états.
Donc c'est ce que je dis là. Je dis, il existe au moins un état Q par lequel je vais passer 2 fois. Hein. Donc ici, tac, je vais reconnaître mon mot, voilà tous les états par lesquels je vais passer. Au bout d'un moment, je vais arriver dans ce fameux état Q, hein, et puis après, je vais continuer, puis je vais repasser de nouveau par cet état Q. Ok. D'accord. C'est comme mes tiroirs dans lesquels j'ai plusieurs personnes qui ont le même nombre de cheveux. Un Q, c'est un état par lequel je passe plusieurs fois. Alors, il se peut qu'il y ait des états par lesquels je passe pas du tout, hein, ou il y ait des états par lesquels je passe une fois. Encore une fois, c'est comme mes tiroirs, il se peut qu'il y ait un tiroir qui soit vide, dans lequel il n'y ait personne. Mais l'important, c'est qu'il existe au moins un tiroir avec au moins 2 personnes. Okay. Donc, je m'intéresse à cet état Q. Donc, je sais qu'il existe, avec l'argument là. Et je m'intéresse à cet état Q. Et donc, alors les états Q, il peut y en avoir, ici, je dis c'est lequel on passe plusieurs fois. Je vais en prendre un particulier, ok. Je vais prendre le premier dans la suite des états qui apparaît 2 fois. Donc, c'est quand je reconnais mon mot, à chaque fois, je dis, tiens, cet état-là, je ne l'ai pas vu, cet état-là, je ne l'ai pas vu, tiens, j'avance d'état en état, et puis au bout d'un moment, il y a un état, je vais dire, ah, tiens, lui, je l'ai déjà vu. Ben, c'est lui qui va être mon état Q. Hein. C'est le premier qui apparaît 2 fois, dans la suite des états qui apparaît 2 fois. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, ici, ce qu'on voit, c'est que je vais décomposer mon mot W, ici, là. Mon mot W, qui a été reconnu, hein, je vais le couper en 3 morceaux. C'est-à-dire que je vais dire que W, ici, je vais dire que dans la première partie qui est là, ici, là, pour aller de Q0 ici à Q, ben, je vais dire que j'ai reconnu W1, hein, c'est le début de mon mot W. Pour faire la boucle ici, je vais dire que j'ai reconnu W2. Et pour finir, ici, j'ai reconnu W3. OK. Alors W2, hein, donc W1, c'est le mot qui va de Q0 au premier passage dans l'état Q. W1, c'est le mot qui va du premier passage en Q au deuxième passage en Q. OK. Et W2, c'est celui qui va du deuxième passage en Q jusqu'à l'état final. Alors, rien ne dit que je passe pas une troisième fois dans Q, hein, mais peu importe. Hein, ce qui m'intéresse, c'est de dire ça. Okay. Alors, ici, c'est W1, W2 et W3. Je vais mal noter mon truc. Voilà. Donc, je coupe mon mot comme ça. OK. Oui, c'est ça. Merci, Massina. Voilà. Donc, c'est W1, W2, W3. D'accord. OK. Donc, ici, j'ai donc mon mot W qui est donc égal à W1, W2, W3. Ça, c'est mon mot W. Mais William, il me dit, mais je ne comprends pas par rapport à quoi on a choisi la forme de l'automate. Tu veux dire la forme de l'automate là, c'est pas une forme, enfin, ce que je dessine ici, c'est le fait que ici, simplement, c'est qu'il y a un état Q ici par lequel on passe au moins 2 fois. C'est ça que je dis, c'est ça que je veux dire par mon dessin. Ici, là, hein, là, ici, ce que je redessine en vert, ça veut dire qu'ici, je passe par plein d'états, ici, avant d'arriver à Q. Okay. Et puis de Q, je vais passer par plein d'états, où ça se trouve, c'est juste une boucle sur Q, j'en sais rien, mais par éventuellement plusieurs états, avant de retourner à Q. Et puis de Q, je vais passer par
plein d'états avant d'aller dans l'état final. Et l'important ici, encore une fois, c'est que l'état Q, ici, c'est un état ici dans lequel on va passer au moins 2 fois. Okay, c'est l'état que j'ai décrit ici en rouge. Hein. Ici, ça, c'est l'état ici, hein, cet état-là. Je vais l'appeler Q. J'en prends un, au moins un. D'accord? Okay, donc ici, j'ai la forme de l'automate, c'est une forme générique. Je dis simplement que de l'état initial, je vais aller à Q. De Q, je vais y revenir, hein, parce qu'il y a forcément un état par lequel on passe au moins 2 fois. Ben, je prends un état par lequel on passe au moins 2 fois. Hein. Donc, je pars de l'état initial, je vais à Q. De Q, je vais aller reconnaître un bout de mot, puis revenir à Q. Puis de Q, je vais reconnaître un bout de mot et puis aller dans l'état final. D'accord ? Alors, je prends pas n'importe quel Q, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, ça, c'est un petit peu secondaire dans la preuve, mais c'est quand même important. Je prends le premier dans lequel on passe 2 fois, en fait. Hein. Mais bon. Et donc ici, je dis que du coup, mon mot W, mais ce que je redis ici, là, W1, W2, W3, c'est la même chose que mon dessin là-haut, c'est-à-dire que W1, c'est le mot que je vais reconnaître depuis l'état Q0 jusqu'au premier passage en Q. W2, c'est le mot que je vais reconnaître entre le premier passage en Q et le deuxième passage en Q. Et W3, ben, c'est toute la fin du mot. Okay. Rien ne dit que dans W3, là, je ne repasse pas par Q une autre fois. Hein, tout à fait possible. Je peux même repasser par des états qui étaient ici devant, enfin, peu importe. Hein. Ici, c'est juste de comprendre ça, c'est de dire que mon mot W, je peux le couper en 3 bouts. Et le truc, c'est que ici, là, je suis arrivé dans l'état Q, et là, ici, je suis aussi arrivé dans l'état Q. OK ? C'est ça qu'il faut comprendre. OK. Alors maintenant que j'ai ça, eh ben, le truc, c'est que comme W est reconnu, OK, eh bien, je peux aussi construire le mot W', qui est égal à quoi ? Ben, je vais prendre mon chemin dans l'automate, je fais W1, je fais W2 qui va de l'état Q à l'état Q, et je refais une deuxième fois W2 qui va de l'état Q à l'état Q. Puis après, je fais W3. Hein, ce qui correspondrait ici sur mon schéma, je vais regribouiller d'une autre couleur, hein, à dire je pars de Q0, je fais ça, je vais en Q1. Bon, je vais peut-être effacer là parce qu'il y en a trop partout. OK. Donc ici, hop, je pars de là. Là, je passe par tout un tas d'états intermédiaires. OK. J'arrive ici, là. Très bien. Après, ici, je vais faire ici, je passe par des états intermédiaires. Hop. Et puis, je vais reconnaître W2. Et puis, je fais une deuxième fois cette boucle-là. OK. Donc, ça veut dire que je suis en train de reconnaître le mot W1, W2, W2. Et puis ici, j'ai d'autres états, ici, et j'ai W3 qui est là. OK. Alors évidemment, vous voyez la boucle ici avec W2, je l'ai fait 2 fois, mais je pourrais la faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant de fois que je veux. Okay. Donc ici, ce que ça dit, c'est que finalement, à partir du moment où vous reconnaissez un mot qui est plus long que la taille de l'automate, ça oblige à ce qu'il y ait tout un tas d'autres mots qui soient reconnus aussi. Hein, c'est ce qu'on dit ici, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous reconnaissez le mot W qui est plus grand que la taille de l'automate, vous pouvez le couper en 3 bouts, comme j'ai expliqué avant, et que du coup, le bout ici du milieu, ici, on peut le répéter autant qu'on veut. Okay. Donc celui-là est aussi reconnu. Et on peut même mettre, hein, si on veut, que tous les mots de la forme W1, W2, puissance, je ne sais pas quoi, L, W3, sont reconnus. OK, quel que soit L, supérieur ou égal à 0. Parce que oui, je peux faire W1, W3 appartient aussi au langage directement.
D'accord ? Donc, vous voyez que là, ça dit une chose importante que je vais réécrire ici en rouge. Si un automate reconnaît un mot plus grand que sa taille, plus grand que sa taille, il reconnaît une infinité de mots. Alors, on l'a déjà dit, ça, hein, c'est que, on l'a déjà dit d'une autre manière, c'est que dans un automate, à partir du moment où vous avez un circuit, c'est-à-dire quelque chose qui part d'un état et qui revient au même état, alors ça peut être juste une boucle hein, sur un état, hein, ça suffit, et bien c'est-à-dire que votre automate, il va reconnaître une infinité de mots. Hein, c'est ce qu'on dit. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là, ce transparent-là dit ce que j'ai dit là. Hein, on construit notre mot W' qui est comme ça, où on passe 2 fois. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, la taille de l'automate, c'est bien le nombre d'états. Oui, la taille de l'automate, c'est le nombre d'états. Et donc là, on va montrer ici que le mot W' qu'on a construit, hein, c'est-à-dire que W' qui est égal ici à, comme on l'a dit, W1 2 fois W2 suivi de W3, on va montrer que ce mot-là n'appartient pas au langage. Vous voyez, on suppose que l'automate existe. Après, je prends un mot, W, qui est plus grand que la taille de l'automate. Du coup, ça m'implique qu'il y a un état Q dans lequel je passe au moins 2 fois. Du coup, ça m'implique que j'ai un autre mot, le mot W', qui lui aussi est reconnu. Et ce mot-là n'appartient pas au langage. Donc j'ai une contradiction parce que j'ai supposé qu'il existe un automate qui reconnaissait le langage. On est bien d'accord, quand on dit qu'il reconnaissait le langage, c'est-à-dire qu'il reconnaît tous les mots de langage, mais que cela, il n'en reconnaît pas d'autres, hein, et c'est uniquement cela. Donc ici, je suppose qu'il y a un automate, je prends un mot particulier, alors particulier, c'est pas très compliqué, juste il est plus grand que la taille de l'automate. Donc forcément, il y a un état par lequel je passe 2 fois. Donc forcément, il y a un autre mot, ici W', qui est aussi reconnu par l'automate, et ce mot-là n'appartient pas au langage. Donc j'ai une contradiction. Ça veut dire que l'hypothèse de départ que j'ai faite de dire qu'il existait un automate qui reconnaissait le langage, elle est fausse. Okay. Alors ici, comment on fait ça? Alors ici, il faut se dire que pourquoi ce mot-là, il n'appartient pas au langage? Alors, en fait, là, bon, c'est juste un peu technique, mais ça n'a rien de compliqué. Hein. C'est que quand je vais construire ici mon mot W qui est égal, donc, pas construire, mais W1, W2, W3, vous voyez, mon mot W, il est égal à un certain nombre de A. Hein, je sais combien j'en ai grand N, hein, et puis un certain nombre de B. Okay. Comme ici, je découpe en 3 bouts différents. Donc ici, c'est la question du découpage en 3 bouts. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer une première chose, c'est que, par exemple, ça, c'est W1, ça, c'est W2, et puis ça, c'est W3. Donc, vous voyez qu'ici, ce qui se passe, c'est que, premier cas, c'est W2 ne contient que des A. Okay. Autre découpage possible, c'est que W1, alors peu importe la longueur, hein, W2, il fait ça, et ici, W3, il fait ça. Donc ici, l'important, c'est que ici, donc dans W2, ici, vous voyez, j'ai que des A. Okay.
Ici, l'important, c'est que dans W2, j'ai des A et des B. OK. Et puis, troisième découpage possible, mais vous avez compris, c'est que ici, alors W1, il est je ne sais pas où, hein, je m'en fous que W1, il contienne que des A ou que des B. Non, c'est pas là. Justement. W1, ici, ça c'est W2, et ici, ça c'est W3. OK, et donc ça veut dire que dans W2, j'ai que des B. OK. Donc j'ai trois découpages, le découpage 1, le découpage 2 et le découpage 3. C'est ce qui est expliqué ici sur le transparent. Hein. W2 contient que des A, contient des A et des B, contient que des B. Alors si maintenant je regarde W', qu'est-ce qui va se passer? Ben, avec le découpage 1, qu'est-ce qui va se passer si je fais W1, W2, W2, W3? Vous voyez bien que ici, des A, j'en avais grand N, et des B, j'en avais grand N. Hein. Ça, c'était mon mot W de départ. Hein, et je vous rappelle que mon langage, c'est ANBN, c'est-à-dire j'ai autant de A que de B. Mais voyez bien qu'ici, en mettant 2 fois W, ben, je vais avoir trop de A. Puisque je vais répéter des A. Donc ça ne va pas. Okay, trop de A dans le découpage 1. Dans le découpage 2, qu'est-ce qui va se passer? W1 qui contient que des A, ici c'est que des B. Hein. Dans 2, vous voyez bien que comme je vais faire 2 fois W2, ben ça va faire des A, des B, suivi de A, suivi de B. Donc il y a des A après des B. Et donc ça ne va pas, puisque c'est d'abord mon langage, c'est des A suivi de B. Et dans le découpage 3, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vais faire 2 fois W2, je vais avoir ici trop de B. Donc ici, quelle que soit la manière dont W2 se met par rapport à mon mot, eh bien, de toute façon, ça crée un mot qui n'appartient pas au langage. Donc ici, W' n'appartient pas au langage. OK? Et donc ça fait une contradiction. Je redis l'enchaînement pour bien expliquer la contradiction. Ici, hein, c'est d'abord hypothèse. Il existe un automate qui reconnaît ANBN, hein, je le mets comme ça, avec n supérieur ou égal à 0, hein, mon langage, d'accord? Première étape. Deuxième étape, on prend W tel que la taille de W est plus grande que la taille, donc le nombre d'états, hein, de A. OK. À partir de là, il existe un Q où on passe, okay, qui va s'écrire de la forme W1, W2, W3 et l'état Q ici, on va y passer avant W et juste après W. W' égale W1, W2, une deuxième fois W2 et W3 est aussi reconnu. Et dernière étape, W' n'appartient pas au langage, et donc ça implique une contradiction avec ici l'hypothèse. L'hypothèse ici. OK? Avec l'hypothèse. Donc je suppose qu'il existe un automate et j'arrive à une contradiction. OK? Voilà. Donc ça je vous laisse regarder les détails ici qui comptent les A et les B, d'accord? Donc ça,
ça amène à quelque chose d'un très important, puisque ça montre qu'il existe des langages qui ne sont pas réguliers, pas reconnaissables, hein, ou pas rationnels, vous appelez ça comme vous voulez. D'accord. Alors, donc du coup, ça veut dire que les automates, ben, ça ne peut pas être une machine universelle pour reconnaître les langages. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir une machine plus puissante. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Parce que dans le langage ANBN, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, il faut compter le nombre de A pour faire le même nombre de B. Et ce compteur n'est pas borné, puisque dans mon langage, ici, je peux avoir, le petit n peut être aussi grand qu'on veut. Et comme l'automate est fini, et que la seule manière de stocker de l'information quand vous réfléchissez à ça, c'est de dire, si je suis dans cet état-là, ça veut dire cette information-là, que j'ai déjà vu un certain nombre de A. Et comme l'automate est fini, ben, ça veut dire que l'information qu'on peut stocker, elle est aussi finie. C'est-à-dire, on peut avoir, si j'ai 1000 états, ben, j'ai 1000 informations différentes finalement. Hein. Grâce à mes 1000 états, j'ai 1000 informations différentes. Donc évidemment, ces informations-là peuvent me servir de compteur. Hein. Donc l'état 0 peut dire j'ai vu 0A, l'état 1, 1A, etc. Jusqu'à 1000, j'ai vu 1000A, mais après, je ne peux pas compter plus loin que ça. D'accord. Et donc, on ne peut pas mémoriser un nombre quelconque de valeurs. Et c'est ça qui va faire que ici, ben, un MBN n'est pas reconnaissable ou régulier. Donc, on a ce qui s'appelle le lemme de l'étoile, qui va redire exactement ce que j'ai dit. Là, on appelle ça aussi le lemme de la pompe, okay, qui dit la chose suivante. Donc, le lemme de l'étoile, il le dit dans ce sens-là. Si un langage est reconnaissable par un automate fini qui a grand N états, alors, on dit que si je prends un mot, pour tous les mots plutôt, qui sont plus grands qui sont reconnus et qui sont plus grands que la taille de l'automate, j'ai tout un tas d'autres mots qui sont reconnus. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En gros, on dit, bah, regardez, si j'ai un mot qui est plus grand que l'automate, forcément j'ai une boucle, donc j'ai tous ceux qui passent autant de fois que je veux dans la boucle qui sont aussi reconnus. Donc pour tout mot de L du langage, plus grand que l'automate, il existe une factorisation du mot, c'est-à-dire une représentation en 3 facteurs. Premier facteur, deuxième facteur, troisième facteur, x, y, z. C'est mon W1, W2, W3 de tout à l'heure, d'accord, avec y positif. Donc, c'est-à-dire que le deuxième bout, le bout du milieu ici, il n'est pas vide, il contient au moins une lettre, d'accord, tel que pour tout n, x, y, n est aussi reconnu. C'est-à-dire que ici, je suis en train de dire, si mon mot qui est plus long que la taille de l'automate, alors je peux le couper en 3 bouts, de telle sorte que le bout du milieu, je peux le faire autant de fois que je veux. C'est ça que ça dit ici. Il existe une factorisation, je peux couper mon mot en 3 bouts, okay, de telle sorte que le bout du milieu, je peux le faire autant de fois que je veux. C'est-à-dire x, y, n, z est aussi reconnu par A et donc appartient au langage. Okay. C'est ça que dit le lemme de l'étoile. Alors, la preuve du lemme de l'étoile, c'est exactement ce que l'on vient de faire là. On dit si le mot est plus long que l'automate, forcément, il y a un état par lequel on passe au moins 2 fois. Eh bien, le découpage, il existe un découpage. Le découpage, c'est celui-là. Et ici, du coup, tous ces mots-là sont aussi reconnus par l'automate et appartiennent au langage. Okay. Donc, vous voyez, cette particularité des langages réguliers ou reconnaissables, c'est que si vous avez certains mots qui sont reconnus par l'automate, des mots plus longs que la taille de l'automate, ça oblige d'autres mots aussi à être reconnus par l'automate. Okay. Et donc, à appartenir au langage s'il est régulier. Et là, on sent bien, du coup, comme ça, qu'on va pouvoir construire des langages pas réguliers, cette idée. Alors, l'utilisation qu'on fait du lemme de l'étoile, c'est la contraposée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va utiliser, c'est le truc dans l'autre sens. Donc, vous savez ce que c'est que la contraposée ou pas, mais je vous le rappelle ici, la contraposée, c'est de dire que si A implique B, vous avez une propriété. Donc, ça, c'est une propriété. Vous avez cette propriété-là. Vous savez que ça, c'est vrai, ça a été démontré. La contraposée. Bon. OK. Je
prendre un exemple, je ne sais pas si ça vous aide, mais si je dis que n est divisible par 4, alors ça implique que n est divisible par 2. D'accord? Et la contraposée, c'est dire n n'est pas divisible par 2. Ben, ça implique que n n'est pas divisible par 4. Okay? Okay, les deux sont vrais. Hein. Si une propriété est vraie, la contraposée est aussi vraie. D'accord? Donc, souvent, quand on a une propriété ou un théorème ou un lemme, l'utilisation, soit on l'utilise directement dans le sens direct, comme on dit, soit on va utiliser ici la contraposée. Okay. Donc ici, ça dit ici, si L est reconnaissable, alors on a ça. Okay. Et donc la contraposée, c'est quoi, hein? Donc, vous voyez, ça c'est A implique B. Donc ici, A, dans mon cas, c'est L est reconnaissable par un automate fini. Okay. Et B, c'est tout ça. Et la contraposée, c'est non B implique non A, donc implique L n'est pas régulier. Donc en fait, nous, on va surtout utiliser la contraposée pour montrer qu'un langage n'est pas régulier. Et donc du coup, si on vous donne un langage et qu'on vous pose la question « est-ce que le langage est régulier ou pas ?» Eh bien, pour prouver qu'il est régulier, vous allez dire régulier, c'est pareil que reconnaissable. Regardez, je donne un automate qui le reconnaît et puis je prouve que cet automate-là reconnaît bien le langage, ou je donne une expression régulière, ou je montre qu'il peut être construit par union, concaténation pour dire qu'il est rationnel. Tout ça, c'est la même chose. Donc, voilà comment on fait pour prouver qu'un langage est régulier. Et s'il n'est pas régulier, on va utiliser la contraposée du lemme de l'étoile. Donc, attention, ici, c'est non B. Alors, non B, il faut nier ici tout ce truc-là. Donc, ça donne ça. Hein. S'il existe un mot tel que pour tout le découpage du mot, ici, je trouve une puissance de n qui n'appartient pas au langage. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai fait ici dans ma preuve avec ANBN. Hein. J'ai dit, il existe un mot. Donc, ici, le mot, j'avais pris A grand N, B grand N. Vous voyez, il en existe un. D'accord ? Et donc, ici, j'avais dit, quel que soit le découpage, ici, hein, donc ici, c'était mon W1, mon W2 et mon W3. Et vous voyez ici, c'est quel que soit le découpage. Et c'était, vous vous souvenez, ici, dans mes alors, attendez. Hop. Ici, là. C'était ici. Découpage 1, découpage 2, découpage 3. J'essaye tous les découpages possibles. D'accord. Donc, c'est un quel que soit le découpage. Ah, ça, c'est la négation du « il existe » là. Il existe une factorisation qui devient un quel que soit le découpage. D'accord. Eh bien, je trouve un n. Il existe un n. Donc ici, eh bien, dans mon truc, ici, j'avais pris W'. Vous voyez, je l'avais mis 2 fois, ici, le W2. Hein. Donc, il existe un petit n, c'est-à-dire que qui me fait répéter le y. Eh bien, ici, moi, j'avais fait répéter le y 2 fois. Donc, j'ai bien trouvé, quel que soit le découpage, et j'ai fait, il existe un petit n, ici. Hein, j'ai trouvé le petit n. OK, donc, dans notre exemple, c'était n égale 2. Hein, d'accord, et qui me donne un mot qui n'appartient pas au langage. OK. Donc, je trouve un mot. Je regarde tous les découpages possibles, ici, d'accord, et ici, je trouve une puissance qui me permet, en montant ici en puissance le y, donc là c'était 2, hein, y, qui appartient pas au langage. Voilà, donc ça c'est la contraposée du lemme de l'étoile et c'est l'utilisation qu'on en fait. Qui n'est pas facile, hein. C'est pas facile le lemme de l'étoile, bon, on arrive à le comprendre. Si on prend un peu la peine d'essayer de vouloir comprendre des choses un petit peu théoriques, et puis derrière, l'utilisation pour en faire la preuve, c'est pas toujours très évident.
Donc, je ne refais pas la preuve ici, je vous laisse regarder, mais c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, hein. J'ai dit, ici, je prends un mot qui est plus long, il y a un nombre d'états dans lequel on passe plusieurs fois, ici, etc. Ça montre que... Okay, d'accord, vous regardez ça. Donc ici, le langage des mots, donc des exemples de langages qui ne sont pas réguliers. Donc les mots qui ont autant de A que de B. Alors c'est même pas ANBN, c'est-à-dire que tous les A sont devant les B, okay, mais c'est autant de A que de B. Donc là, vous voyez, c'est la même idée, c'est-à-dire que dans ANBN, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour pouvoir arriver à faire ça, reconnaître un mot qui a autant de A que de B, il faut que finalement je puisse compter. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse compter les A et les B. On va dire il faudrait 2 compteurs. Oui, ou alors je compte la différence entre les A et les B. Donc j'ai un compteur qui peut être positif ou négatif. Dès que j'ai un A, je fais plus 1 sur mon compteur. Dès que j'ai un B, je fais moins 1. Et à la fin, il faut qu'il soit à 0. Mais il faut que j'ai un compteur comme ça. Et dans mon automate, je n'ai pas de compteur. La seule chose que j'ai, c'est de stocker de l'information dans les états. Et comme ici, mon nombre d'états est fini, ben, je peux stocker qu'une information finie. Okay, et comme ici, ben, si je mesure l'écart entre les A et les B, ça peut être une valeur aussi grande qu'on veut, ben, ça ne marche pas. Le langage des palindromes. Alors, vous savez ce que c'est que les palindromes, hein, c'est des mots qui se lisent enfin, qui sont les mêmes, qui sont identiques si on les lit de gauche à droite ou de droite à gauche, hein, comme le mot la ville Laval, par exemple. Hein, ici, si vous lisez de droite à gauche ou de gauche à droite, vous lisez le même mot. Hein, c'est ça un palindrome. Donc ici, le langage des palindromes, même sur simplement l'alphabet AB ici, hein, eh bien, ça, c'est pas reconnu non plus par un automate. Donc ça, c'est pas reconnaissable par Eludi. D'accord ? Alors, ensuite, le langage des mots ayant moins de A que de B. Donc, vous voyez, je vais commencer par dire autant de A que de B, mais même moins de A que de B. Ça, c'est toujours pareil, il faut compter. En gros, il faut compter les A et les B, compter la différence. Et dès qu'il faut compter et que ce compteur peut être aussi grand qu'on veut, eh bien, ça, ce ne sera pas reconnaissable. Alors, ce n'est pas un argument, hein, mais... Il y a aussi les mots de DIC, les mots bien parenthésés sur un alphabet de parenthèse. Donc, je prends un alphabet de parenthèse, c'est-à-dire que j'ai à chaque fois... c'est des couples, hein, qui vont ensemble, hein, c'est-à-dire que ici j'ai la parenthèse ouvrante, et puis, donc ça c'est un caractère, et puis j'ai la parenthèse fermante. Hein. J'ai toujours, quand j'ai l'ouvrant, j'ai le fermant. Et ici j'ai pris le crochet ouvrant et crochet fermant. Alors, les mots de DIC les plus simples, c'est qu'on se prend qu'un seul couple, que des parenthèses, par exemple. Okay, donc ça, c'est ce qu'on a, par exemple, dans les expressions arithmétiques, hein, dans les langages de programmation. Il faut parenthéser correctement. Bon, okay, ou on peut se prendre plusieurs jeux de parenthèses. Donc là, j'en ai pris 2 avec les parenthèses arrondies, puis les crochets, c'est une sorte de parenthèse anguleuse comme ça, mais on pourrait avoir 3 jeux, 4 jeux, 5 jeux de parenthèses, okay, différents, d'accord, et avec à chaque fois qui marchent avec par paire. Okay. Et donc, les mots de DIC, c'est quoi? C'est simplement les mots qui sont correctement parenthésés. Alors, correctement parenthésés, vous voyez, ici, là, je me prends un mot ici, sur cet alphabet-là, ben, je l'écris comme ça. Vous voyez, parenthèse ouvrante, crochet ouvrante, parenthèse ouvrante, fermante. Hein, je l'ai réécrit ici comme ça. D'accord? Et donc, ici, alors, attendez, je suis perdu dans mes... Voilà, j'en suis là, ici, tac. Alors, évidemment, on peut ici aller associer à chaque parenthèse ouvrante sa parenthèse fermante, d'accord? Et ici, est-ce que j'arrive à faire une association correcte, hein? Cette parenthèse ouvrante-là va avec celle-là, ce crochet ouvrant-là avec celle-là, d'accord? Donc, si j'ai une bonne association, eh bien, à ce moment-là, ça fait bien des mots de DIC. Alors, on peut dire, bah, c'est facile, il n'y a qu'à compter le nombre de parenthèses ouvrantes et le nombre de parenthèses fermantes. Alors, c'est vrai, hein. Donc, il faut qu'il y ait autant de fermantes que d'ouvrantes. Ça, c'est évident, pas plus. Donc, vous voyez, c'est pareil, autant de A que de B. Hein. Alors, ce n'est pas tout à fait suffisant. Attention, parce que ici, quand on se met, ici, par exemple, si je fais là, parenthèse ouvrante, crochet ouvrant, parenthèse fermante, crochet fermant, vous voyez, ça, ce n'est pas correctement parenthésé. Hein, parce qu'ici,
cette parenthèse va avec celle-là, et ce crochet va avec celui-là. Et ça ne va pas. Donc le même nombre ne suffit pas. Alors si j'ai qu'un seul type de parenthèse, ça suffit, mais dès que j'en ai deux, il faut aussi qu'ils soient écrits correctement. C'est-à-dire que vous voyez, si je fais un lien entre l'ouvrant et le fermant, ici, en faisant mes flèches, comme je l'ai fait au-dessus, en fait, il ne faut pas que mes flèches se croisent. Ça, c'est une propriété qu'on peut voir comme ça. Donc voilà, donc être un modique, c'est un modique bien parenthésé sur un alphabet de parenthèse. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas régulier. Alors, vous voyez, c'est un peu embêtant parce que quand dans un langage de programmation, on écrit Y égale parenthèse A multiplié par B plus parenthèse 2 multiplié par F de A et de parenthèse B plus C parenthèse plus 4 parenthèse point virgule. Vous voyez, ici, il faut que le compilateur il puisse vérifier que ce truc-là, ici, vous voyez, c'est correctement parentésé. OK. D'accord. Et donc ça, c'est finalement un modique, indépendamment de ce qu'il y a dedans. Et donc pour vérifier si c'est correctement parenthésé, eh bien, encore une fois, c'est des modiques, mais ça, c'est pas régulier. D'accord. Et donc ça veut dire que dans un compilateur, pour reconnaître si une expression arithmétique qui a été écrite par quelqu'un, par un programmeur, eh bien, elle est valide, okay, elle appartient bien au langage, eh bien, faire avec un automate, ça ne suffit pas. C'est ça que ça dit. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là. Donc, vous voyez que, quelque part, en pratique, les automates, alors, ils servent, ils sont suffisants dans tout un tas de cas, mais il y a plein de cas, typiquement en programmation, où ce n'est pas suffisant d'avoir simplement un automate. Quelle heure il est ? Il est 9h06. Alors, je ne vais peut-être pas faire cette preuve plus compliquée ici, parce que, bon, on la reverra en TD éventuellement. Je vous laisse regarder ça. Hop. Donc là, ici, on va revenir ici sur la notion de grammaire, hein, qui est une autre manière de définir des langages. Hein. Un langage, il peut être défini, comme on a dit, de manière rationnelle, avec les automates, etc. Alors, on a vu qu'avec une expression régulière, mais on a vu que tous les langages n'étaient pas réguliers, donc on commence à se dire, voilà, c'est le bazar. Alors, on peut définir un langage à base d'une grammaire, qui permet en fait plutôt de produire des mots, mais bon, oublions ça pour le moment. Je vais y revenir après. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce transparent-là, ce qu'on appelle la hiérarchie de Chomsky, donc c'est Monsieur Chomsky, et donc en fait, qui classe les langages. Et il classe les langages en, ici, 4 types. Donc, il y a le type ici 3. Donc ça, c'est les langages qui sont rationnels, réguliers ou reconnaissables. Alors, on a vu que c'était la même chose, hein, tout ça, d'accord, okay. Donc ça, c'est le type 3. Et donc ici, ce qu'on a vu, c'est que la machine, pour pouvoir reconnaître les langages de type 3, c'est l'automate fini, hein, ce qu'on a vu, déterministe ou non, d'accord. Okay. Alors, on a vu ensuite qu'il y avait des langages qui étaient non réguliers. Donc, c'est ce qu'on vient de voir, hein. ANBN, c'est-à-dire que ANBN n'est pas un langage là-dedans. Okay. En fait, ANBN, il est là. Okay. Donc, ça, c'est le type 2. Donc, évidemment, tout ce qui est de type 2 contient en fait le type 3. Hein. Tel que c'est représenté, on n'a pas l'impression que c'est comme ça, mais disons, si j'ai l'ensemble de tous les langages, ici j'ai le langage de type 0, dedans j'ai les langages de type 1, dedans j'ai les langages de type 2, et puis dedans j'ai les langages de type 3. C'est comme ça. Okay. Et nous, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est simplement ici les langages de type 3. Donc ANBN n'est pas régulier, mais il est algébrique, donc encore du vocabulaire, mais on reviendra là-dessus, d'accord. Et ça, c'est reconnu par un automate à pile. Donc on va voir ça aussi au prochain cours, ce que c'est qu'un automate à pile. Donc, vous voyez, c'est un automate qui est plus compliqué, c'est en gros prendre un automate, mais on rajoutera une pile en plus. Alors,
ça, on voit bien d'ailleurs que le type 3, là, il est inclus dans le type 2 parce que la machine ici, ben, c'est un automate avec une pile. Et ici, vous avez qu'à prendre un automate avec une pile, puis vous ne faites rien sur la pile, ça vous donne l'automate tel qu'on l'a déjà vu. D'accord? Donc, c'est juste ne pas se servir de la pile. Okay. Et donc ici, après, on verra qu'il y a des langages qui sont toujours pas reconnus. Alors en fait, ici, c'est AN, alors il n'est pas là d'ailleurs, il est là, AN, BN, CN. Donc là, c'était un certain nombre de A suivi du même nombre de B dans celui-là, et celui-là, c'est un certain nombre de A suivi du même nombre de B suivi du même nombre de C. Et donc ça, en fait, c'est pas algébrique, on aura l'équivalent d'un lemme de l'étoile, qu'on appelle lemme de l'étoile généralisé, qui permet de dire la même chose ici, alors qui est un peu vraiment technique à utiliser, mais on a ça. Et ici, en fait, ça, on a là une machine de Turing, et ça, c'est un automate, en fait, à 2 piles. Ok, ça revient à ça. Ici, c'est l'équivalent, une machine de Turing. D'accord. Ok. Et donc ici, une machine de Turing, ben ça, c'est aussi équivalent à, alors, pas tout à fait un ordinateur, c'est que ici, un ordinateur, c'est plutôt ça, parce qu'on a une mémoire qui est finie ici dans un ordinateur. Je n'arrive pas à écrire là. Voilà. Donc un ordinateur, c'est ça. Ok. Voilà. Donc on a cette hiérarchie là des langages. Okay. Alors ici, tous les langages sont là-dedans. Okay. Et puis ça, c'est la machine de Turing un peu particulière avec une restriction. Ça, c'est un automate à pile. Donc une machine de Turing, c'est un automate à 2 piles. Là, on n'a plus qu'une pile. Et puis ici, c'est un automate. Donc on pourrait mettre à une pile. Et puis ici, on pourrait mettre à 0 pile, hein, si on veut. Hein. D'accord. Si on voulait le voir comme ça, on pourrait. D'accord. Voilà. Donc ça, là, c'est l'ensemble de tous les langages qui est dit. D'accord. OK. Donc c'est un peu... Alors, William, je n'avais pas vu. Et c'est la réciproque quand on a une équivalence, c'est ça? Oui, quand tu me parlais de... Je pense que c'est quand je parlais de la contraposée, j'imagine que tu me disais ça. Donc, effectivement... attendez, je vais effacer. Donc, ici, ouais, A implique B, non B implique non A, ça c'est effectivement la contraposée. Hein, ici, d'accord. Mais si la propriété c'est A équivalent à B, okay, mais ça, on a une autre propriété qui est non A équivalent à non B. Hein. Donc parfois on peut l'utiliser comme ça, on a un truc qui est vrai, ça permet d'avoir un autre, puis si un truc qui est faux, ça permet d'avoir l'autre aussi. Ok. Alors, en fait, on se rend assez vite compte quand on regarde ici un peu ces différents types de langages-là, c'est que aller les caractériser par le fait qu'ils soient rationnels, c'est-à-dire les opérations ensembliste qu'on peut faire sur les langages, c'est pas très pratique. Le fait qu'il existe des expressions régulières, il n'y a pas l'équivalent ici dans les autres classes, ici. Hein, il n'y a pas l'équivalent des expressions régulières. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, hein, tout ça, parce que c'est très utile dans tout un tas de contextes où, en fait, finalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est un automate de type, un langage de type 3, et du coup, le fait qu'il soit rationnel, régulier, c'est très utile. D'accord ? Donc, en fait, ici, donc on a la machine qui permet de reconnaître, ici. Et alors, en fait, le truc qui est le plus utile et qui uniformise le tout, c'est ici les grammaires. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous en parle là, vite fait. Alors, je vous explique comment marche une grammaire. Alors, ça ressemble quelque part à... c'est une sorte de description un peu d'un automate, on pourrait presque dire. Ce n'est pas exactement la même chose, mais
On peut évidemment passer de l'un à l'autre quand le langage est régulier. Donc ici, alors c'est défini ici par un quadruplet. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste ici, je vais prendre quel exemple? Je vais prendre celui-là, ici. Donc, pour vous expliquer, juste que vous compreniez le principe des grammaires. Donc, on a un alphabet, donc toujours, ça ne change rien. D'accord. On a, donc ici, il n'y a qu'une seule lettre qui est A. Et alors, en fait, il y a un alphabet ici qu'on appelle les terminaux. Donc, en fait, c'est les lettres des mots qu'on doit construire, hein, ou reconnaître, si on veut. Et puis, on a un autre alphabet. Ici, on a des lettres en plus. Donc, on appelle les variables ou les non-terminaux. Le V ici, c'est à cause de variables. C'est des notations habituelles. Les non-terminaux. Okay, donc en fait, ça correspond un peu aux états, si on veut, dans les automates, mais pas faire trop de lien avec ça. Et puis ici, il y a P, ici, ça c'est ce qu'on appelle les règles de production. Donc ça correspond quelque part aux transitions sur les automates. Alors, un automate, c'est plutôt fait pour reconnaître un mot. Est-ce que ça appartient ou ça n'appartient pas? Et une grammaire, c'est plutôt fait pour produire un mot du langage. Okay. Alors, dans un automate, vous pouvez aussi produire des mots, hein, dire, tiens, donnez-moi un mot de ce langage. Bah, comment je fais? Bah, vous prenez l'automate, hein, vous le rendez déterministe, et puis bah, vous baladez comme vous voulez dans l'automate, puis au bout d'un moment, bah, vous allez vers un état final, et puis bah, tout le chemin que vous avez fait, ça vous donne un mot du langage. D'accord? Et donc, en fait, la grammaire fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a toujours un symbole initial ici qui est souvent le S, la source. Ben, S va être remplacé par AAS. Donc, ça, c'est cette règle-là. Donc, ici, j'ai deux règles de production. Et ici, je peux de nouveau remplacer le S en appliquant la même règle. Donc, ici, ben, j'ai AA. OK, mais ici, vous voyez, ce S-là, que je mets en bleu, je vais le remplacer aussi par AAS. Hein, j'applique toujours la règle 1. Et puis, de nouveau, je peux continuer ici. Et puis, ce S-là, hein, je vais dessiner vers le bas, le remplacer par... donc, il faut que j'écrive ça dans le bon ordre des couleurs. Donc, le premier AA qui a correspondu à la première fois que j'ai appliqué la règle. Le deuxième AA qui a consisté à la deuxième fois. Et puis ici, le troisième AA, S qui consiste à ça. Ici hein, là, j'ai appliqué, si ça on dit que c'est la règle 1, là j'ai appliqué la règle 1, là aussi j'ai appliqué la règle 1, et ici j'ai appliqué la règle 1. Et puis si maintenant, là, j'applique la règle 2, hein, c'est celle-là, c'est-à-dire S est remplacé par epsilon, ça va me donner, il faut que je reprendre les couleurs. Donc AA, ensuite, donc c'était les premiers, les deuxièmes AA, ici, et puis les troisièmes, ici AA. Et comme le S est devenu epsilon, hein, d'accord, c'est concaténé avec epsilon, ça fait ça. Donc vous voyez qu'ici, ces deux règles-là vont faire en fait tous les mots qui aient un nombre pair de. D'accord. Et donc vous voyez, je continue comme ça à appliquer mes règles tant que j'ai des non-terminaux. D'accord. Alors, ici, si je reprends le transparent précédent, ici, et je termine là-dessus. Si on prend simplement ici comme alphabet AB et ici S et les règles, c'est ça, ben, vous voyez que j'ai S qui donne A, S, B. Je peux rappliquer une deuxième fois la règle, ça fait AA, S, B. Hein. Donc ici, le S, il m'a donné ça. Hein. Ici, ce S-là, il m'a donné ça. Puis je peux appliquer une troisième fois AA, S, B, B, B.
OK. Et puis, je peux appliquer la règle numéro 2 qui va faire AAA, BBB. Et vous voyez que ça va me faire le langage ANBM. Vous voyez, c'est très simple ici d'écriture. Et donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est que, en fait, encore une fois, on reviendra là-dessus. Hein, c'est juste ici pour vous montrer que là, en fait, la forme des règles de grammaire, des règles de production, qu'est-ce qu'on met à gauche et qu'est-ce qu'on met à droite, va nous dire dans quelle classe on est. C'est-à-dire que avec la tronche de la grammaire, avec des règles de production, on peut savoir dans quelle classe on est. Et en plus, on a des manipulations pour transformer les grammaires pour arriver ici à classifier les langages. Voilà, on s'arrête là. On va probablement faire un contrôle un samedi matin, je n'ai pas encore la date, mais ce ne sera pas évidemment le samedi qui vient là, ce sera peut-être le prochain ou celui d'après, j'en sais rien, je vous mettrai l'information dans Moodle, on va voir ça, et c'est à confirmer. Hein. Et donc le programme, ce serait tout ce qu'on a vu jusqu'ici, mais ça s'arrête à la minimisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les expressions régulières. Donc il y aurait ce que c'est qu'un langage, un automate, retirer les epsilon de transition, déterminiser, minimiser. Voilà. Il n'y a pas les expressions régulières. Voilà. Voilà, on s'arrête là. Merci à tous. La forme du CC, ce serait quelque chose, donc ce serait en présentiel un samedi matin, après ce sera un truc écrit, je ne sais pas comment, à voir. Ce n'est pas décidé encore, hein, mais je vous préviens que ça peut arriver. Monsieur, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez une idée par rapport à la date ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'il y a des contraintes à cause des problèmes sanitaires et tout ça. Enfin, ce sera, en tout cas pas ce samedi-là, là, mais peut-être le samedi d'après ou celui d'encore après. Voilà. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.